Merci en tout cas de m'avoir invité pour ce DevCon numéro 9. Donc je me présente, je m'appelle Adrien Clairbois, je suis software craftsmanship à Sense of Tech, c'est une société belge dans la consultance et où j'ai la possibilité de pouvoir exercer ma passion, c'est-à-dire le développement. Là où je suis aujourd'hui présent pour vous rencontrer, c'est pour présenter un sujet qui me tient à cœur, qui s'appelle .NET Core Global Tool. C'est très long comme nom, effectivement, mais ça permet de faire beaucoup de choses, aussi long que le nom que ça s'est présenté. Et pendant les 15-20 prochaines minutes qui sont là, je vais vous parler de ce qu'on peut faire avec cette partie-là. Alors, pour aller plus loin, pour commencer, qu'est-ce qui est réellement intéressant de savoir? C'est que NPM et Node, ça fait des années que ça existe, et une des fonctionnalités qui est assez intéressante, c'est que grâce à NPM et Node, on peut utiliser des packages, des grosses librairies qui permettent de faciliter le développement ou les développeurs. Par exemple, pour faire du NPM install, ça nous permet de pouvoir prendre des références, des dépendances un peu partout et d'utiliser ces différents outils qui sont derrière et de les mettre, par exemple, pour faire du tri de fichiers, pour pouvoir convertir des photos, etc. Ce qui n'était pas le cas dans le .NET Framework. Lorsque .NET Core est arrivé, la version 2 en tout cas, Microsoft a changé sa façon de voir et a rajouté ces fonctionnalités-là en tout cas, pour pouvoir permettre de rajouter du contenu. Et ce contenu-là permet, grâce à .NET Core Global Tool, je vais y arriver, c'est long en tout cas, de pouvoir venir ajouter au niveau de notre CLI, donc au niveau de notre command line, beaucoup plus de fonctionnalités qui sont personnalisables. Et quand j'entends personnalisable, c'est que vous pouvez développer votre propre personnalisation du CLI et de venir l'utiliser, ou même d'utiliser des personnalisations qui ont été faites par d'autres personnes. Alors, c'est super cool parce qu'en fait, et c'est ça que j'apprécie beaucoup dans le .NET Core Global Tool, c'est que quand vous développez quelque chose, si vous n'êtes pas lié à un OS en particulier, elle est disponible sur du Linux, sur du Mac ou sur du Windows, parce que c'est la force de .NET Core. Maintenant, ça ne vous empêche pas, si jamais vous voulez attaquer des fonctionnalités spécifiques ou utiliser des fonctions qui sont spécifiques à Windows, utilisez en tout cas la partie liée à Windows. Alors, comment ça fonctionne? En fait, un .NET Core Global Tool, c'est un nugget. Donc, simplement, c'est un nugget qui va pouvoir nous permettre d'ajouter des fonctionnalités à notre CLI. Alors, comment en pratique ça marche? Ici, on va simplement ouvrir une command line. J'espère que c'est visible pour tout le monde. Et ici, au niveau de ma command line, je vais simplement faire .NET Tools. Et là, j'ai l'helper qui va nous dire, OK, la fonction .NET Tools existe. Voici comment tu peux l'utiliser. Alors, simplement, je vais lui demander d'installer une nouvelle .NET Tool qui va s'appeler .NET C, par exemple. .NET C. Et, j'ai oublié un truc. Global. Found. .NET Tool. On parle de .NET Tool, on ne parle pas d'autre chose. Et donc ici, qu'est-ce qu'il va faire? C'est qu'il va se retrouver sur nugget.org, il va regarder qu'est-ce que vaut .NET C, et il va me dire, OK, j'ai réussi à installer une .NET Tool qui s'appelle .NET C. Donc maintenant, comment est-ce que je peux faire pour l'utiliser? Il le dit, il nous l'indique au niveau de notre CLI. You can invoke the tools using the following command. Et ici, dans ce cas-ci, c'est .NET C. Donc si je fais .NET C, j'ai une command line qui vient d'être exécutée. C'est une application .NET Core dans notre cas, qui va afficher ici, dans ce cas-ci, en tout cas, le petit robot de .NET qui est assez sympa à regarder et qui nous dit « Welcome to using a .NET Core Global Tool ». Alors jusque-là, c'est facile, c'est simple, mais comment ça fonctionne derrière? Alors, je reprends mes slides, que voici. Alors, en soi, c'est simple parce que vous prenez un package name et lorsque vous avez votre package name qui est disponible, vous venez simplement à l'installer. C'est une application .NET Core qui se trouve, comme je l'ai dit, sur nugget.org, et ça va vous permettre de pouvoir ajouter pas mal de fonctionnalités. Qu'est-ce que ça va ajouter? Ça va ajouter, si on se retrouve dans nugget.org, ici en tout cas, ça va ajouter plein de packages qui sont disponibles, dont par exemple SLN Launcher. SLN Launcher, c'est un outil que j'ai développé, et qui fonctionne toujours d'ailleurs, et qui me permet de pouvoir lancer un fichier SLN, parce que je suis un gros fainéant, et comme tous les développeurs qui sont fainéants, on essaie d'automatiser des choses qui sont parfois un peu chiantes à mettre en place. Et pour arriver à ça, ce que je me suis toujours dit, c'est quand je fais un git clone, je fais mon petit git clone, je récupère le contenu, après,
qu'est-ce que je dois faire? Je dois toujours faire un ls pour récupérer la liste de ces fichiers et après de voir qu'il y a un fichier .sln ou alors de faire étoile sln et d'essayer de trouver le sln. Sauf quand il ne se trouve pas là où je suis. Donc, ce que moi j'avais développé, c'était, je vais me mettre dans un folder différent. Donc, par exemple, cd GitHub, voilà. Et si je fais SLN, grâce à ce projet .NET SLN, donc je peux faire soit .NET SLN ou simplement SLN. C'est un raccourci que je vous montrerai après. Et ça me permet de rechercher tous les SLN qui sont disponibles et de simplement, avec le numéro ici dans ce cas-ci, de dire, voilà, je veux ouvrir par exemple le 5. Hop, voilà, et il va m'ouvrir le .NET SLN 5, à part si je me trouve dans un folder où il n'y a qu'un seul SLN. Et à ce moment-là, ben, je n'ai que le seul SLN qui va s'ouvrir automatiquement. En soi, dans la pratique, rien de compliqué. Pour pouvoir installer un package, comme je vous l'ai montré, c'est .NET Tool Install, avec le nom du package. On peut, si on le souhaite, venir installer le package dans un folder en particulier, donc ici, avec le -- toolpath comme paramètre. On peut aller jusqu'à même utiliser un numéro de version, si on veut, parce qu'on peut reprendre des versions, c'est un peu comme un nugget classique en soi. On peut aussi, si on veut, mettre à jour, c'est naturel, lister grâce à la .NET Tool list-g et faire une désinstallation. Alors ici, vous allez me dire, il y a toujours le -g qui apparaît, et le -g, en fait, qu'est-ce que ça me permet? C'est d'avoir ce tool qui soit installé de façon globale à notre application, à notre ordinateur, à notre environnement de développement, ou en tout cas notre environnement d'OS. On peut, si on le souhaite, depuis la version .NET Core 3.0, venir ne plus passer par le global pour utiliser partout, mais de l'avoir par rapport à un contexte, par rapport à un dossier. Quand on parle de dossier, dans ce cas-ci, on va simplement se faire .NET Tool Install sans le -g et venir y ajouter le package name. Ça va nous permettre de pouvoir, par exemple, avoir un environnement donc je prends un environnement .NET, par exemple, qui a besoin de ressources supplémentaires. Par exemple, je vais prendre, je reprends un exemple qui est ici, et qui est, par exemple, Cake, voilà, je ne trouvais plus le nom, Cake, qui permet de pouvoir faire de la compilation de façon programmatique, donc d'avoir un fichier C# qui va nous permettre de pouvoir faire la compilation, et d'installer Cake uniquement dans le dossier où on se trouve. Et lorsqu'on va pouvoir remonter notre code, on va remonter avec notre tool manifest, qui se présente de cette façon-là, qui va venir définir tous les packages qui sont locaux à notre dossier, et qui va permettre de partager notre tool manifest à tous les utilisateurs qui utilisent ce package, enfin cet environnement de développement. Donc ce projet de développement, vous allez simplement faire un .NET Tool Restore lorsque vous allez aller sur une nouvelle machine, et il va réinstaller tous les .NET Tools qui sont avec l'environnement dans lequel on se trouve. Alors, là, pour le moment, tout ce qu'on a vu, c'est la partie liée à la consommation. Si jamais vous avez envie, vous pouvez, vous aussi, si vous le désirez, créer votre propre .NET Tools. Alors, sur papier, comment ça consiste? Mais simplement, c'est une application exécutable console, donc un console application dans ce cas-ci, et où on va rajouter différentes informations dans le CSproj de l'application exé qui va être générée. Donc, le premier qui est le plus intéressant et le plus important, c'est PackasTool, pour venir définir que l'environnement, le projet dans lequel on se trouve est un package .NET, de type .NET Tools. On va venir lui donner un tool command name, c'est comment on va l'appeler lorsqu'on va l'avoir installé. Alors, dans ce cas-ci, on peut le faire de deux façons. Soit on va utiliser le command name tout court, ou .NET- et le command name. Quand vous voulez utiliser command name, c'est un peu comme mon SLN. Donc, je vais simplement taper SLN pour pouvoir le lancer. Par contre, si vous voulez surcharger, par exemple, et là, je vais reprendre la command line. Si vous voulez surcharger le .NET, par exemple, vous avez l'exécutable .NET, vous pouvez, si vous le souhaitez, et là, c'est ce que j'ai fait, c'est un autre projet que j'ai fait, add CSproj, vous pouvez faire ceci. Donc, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va, dans mon cas ici, c'est grâce à .NET, il va aller rechercher tous les SLN qui sont, tous les CSproj qui sont disponibles dans les folders ou sous-folders dans lesquels je me trouve, et va venir ajouter ces CSproj dans le SLN. Alors, vous allez me dire pourquoi faire ça? Ben, simplement parce que moi, je suis un fervent admirateur de la console, parce que je suis un peu geek, même si je parais un peu jeune, et j'adore faire du .NET New avec tous les templates qui sont disponibles, de les faire en command line. Ça va quand même plus vite que de faire clic droit, New Project, à chaque fois qu'on veut rajouter quelque chose. Et je vais venir, par exemple, rajouter plein de classes libres pour pouvoir après me dire, OK, ils sont tous ajoutés. Maintenant, comment est-ce que je fais pour les ajouter dans le SLN? Microsoft, grâce à .NET, nous permet de pouvoir faire .NET Add
.NET SLN add avec tout, avec fichier par fichier, dans mon cas, moi, ce que j'ai développé, c'est une application qui va venir, un .NET Tool, qui va venir faire add CSproj et qui va rajouter tous les CSproj. Jusque-là, rien de compliqué, ça nous permet de pouvoir utiliser ça partout. En tout cas, dans mon cas, moi, j'utilise à chaque fois que je crée un nouveau projet. Et donc, je reviens sur mes slides. Lorsque vous avez votre application qui fonctionne bien, vu que c'est du Nugget, tout ce qu'il vous reste à faire, une fois que c'est fait, c'est de faire un .NET Pack pour créer votre Nugget. Et votre Nugget étant créé, votre fichier NUPKG étant créé, il ne vous reste plus qu'à pouvoir l'envoyer sur nugget.org pour pouvoir le hoster quelque part. Donc, dans ce cas-ci, soit vous le mettez dans .NET.org, soit vous le mettez dans Azure Directory, vous pouvez le mettre là où vous le souhaitez, en tout cas dans un feed qui est accessible pour votre environnement et où vous avez les accès nécessaires pour pouvoir le faire. Et quand vous êtes par exemple dans nugget.org, vous avez la possibilité de voir une différence avec un package classique. Cette différence, c'est que vous avez un petit message qui vous indique « This package contains a .NET Core Global Tool you can call from a shell command line ». Donc dans ce cas-ci, ça vous permet de dire clairement « Attention, mon coco, c'est du .NET Core Global Tool, tu ne peux pas l'utiliser dans un projet Visual Studio ». Une différence avec un package classique, si je prends par exemple le Newtonsoft, mais on va voir que déjà, ce n'est pas un package de Global Tool, et en plus, on a différents onglets pour nous dire comment l'installer de façon différente. Alors qu'ici, dans notre cas, on est dans du .NET CLI uniquement. Donc, voilà. Alors, un autre outil qui est assez sympa pour pouvoir rechercher tous les .NET Core Global Tools, c'est toolsget.net qui existe et qui vous permet de pouvoir rechercher n'importe quoi. Donc, si jamais je vais reprendre du logging, je fais log, et là, il va me retrouver plein de différentes .NET Core Global Tools qui ont été créés et que vous pouvez installer de votre côté. Donc, lui, il va simplement faire toolsget va simplement vous permettre d'avoir un annuaire avec tous les tools qui sont disponibles. Alors, hop. Donc, ça, les slides ils seront disponibles. Alors, je vais encore aller un peu plus loin. Il me reste encore quelques minutes. Donc, vu qu'on parle de .NET Core Global Tool, on parle de command line derrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir une aide derrière. Une aide, vous avez la possibilité de vous le faire soit de vous-même, soit d'utiliser un petit tool, un outil qui s'appelle Command Line Parser. Donc, c'est une dépendance Nugget qui existe et qui vous permet, update, vous n'avez rien vu, voilà, et qui vous permet simplement de pouvoir, grâce à du code, de venir rajouter des options avec toutes, et c'est là où c'est intéressant, toutes les options qui sont disponibles par rapport à votre application. Donc, c'est vous qui allez paramétrer ça dans votre code et avec au niveau des attributs, de pouvoir venir donner des informations supplémentaires si elles sont obligatoires ou non, s'il y a un test, un help text, dans ce cas-ci, pour vous aider, en tout cas pour aider votre consommateur à favoriser son utilisation. Et grâce à parser.default parse argument, ça va vous permettre de directement convertir la command line qui a été utilisée par l'utilisateur. Donc, s'il a fait "-v" avec true, dans ce cas-ci, puisque c'est un booléen ou d'autres paramètres, ça va directement reprendre toutes vos args, dans ce cas-ci, et de les convertir dans l'objet option, et après de pouvoir faire ce que vous avez envie avec votre console application, et donc, par conséquent, aller dans votre tools app. Voilà. Hop, donc ça, j'ai pas besoin. Je reviens dans ma partie de mes slides. J'y suis presque. Voilà. Et donc, voilà, j'arrive déjà à la fin. Je pense que ça me permet d'aller quand même pas mal. Et si jamais vous avez des questions, ça va me permettre de pouvoir les répondre. Juste un petit coup de pub avant de terminer ma session, avant d'aller voir vos questions. Avec d'autres potes français d'ailleurs, dans ce cas-ci, et un luxembourgeois, on organise de cloudfirst.io le 11 mars prochain. Et je vous invite à simplement aller voir notre site web pour pouvoir voir toutes les informations. On va faire vraiment une session, on va faire des sessions exclusivement sur le cloud. Et donc voilà, j'ai fini mes slides. Je vous propose de repartir, voir si vous avez des questions. Merci Adrien. On a quelques minutes, donc si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Ah, en plus, c'est un putois ta mascotte? C'est Azure Rose. Ah, il est sympa. Oui, hein. Mais j'aime bien aussi la version de licorne aussi, elle est pas mal. Je ne l'ai pas eu malheureusement. Est-ce que tu as des questions? Quelques questions? Non. Je ne vois malheureusement pas. Ah voilà. Dans le public. Ou sinon, tu as été extrêmement clair. J'espère. Bah oui, hein, n'est-ce pas? J'espère avoir plein de personnes qui vont développer leur propre .NET Tool global. Et donc, la doc, elle est bien faite, mal faite.
honnête. T'en penses quoi? Moi, je trouve que c'est franchement intéressant parce que ça nous a permis de pouvoir, en tout cas dans mon cas, on a pu faire pas mal de trucs de façon professionnelle. Ici, je vous montre que des projets qui sont un peu perso, mais j'ai des exemples qui sont un peu plus concrets. Par exemple, dans la société, une des sociétés à laquelle j'ai travaillé, on a fait ce qu'on appelle le Git Release Note, où en fait les développeurs venaient à taper dans les Git commits toutes leurs parties avec tous leurs commentaires pour la Git Release Note, et on venait à reprendre tous les commentaires qu'il y avait dedans pour générer une release par rapport au tag. Ah ouais, pas mal ça. Et ça, après, ça automatiquement, ça venait être publié grâce au build parce que les .NET Tool, les .NET Core Global Tool, tu peux aussi les installer, comme je l'ai dit, en local, et tu peux aussi faire un .NET Tool Restore sur un build serveur. Et grâce à ça, ça te permet de pouvoir aussi rajouter des fonctionnalités à ton build, des commandes supplémentaires. Et comme c'est du .NET Core, je présume que ça fonctionne sur toutes les plateformes target. Exactement. D'accord. D'accord. À moins que tu as des spécificités liées à Windows ou à Linux. Enfin, c'est souvent plus Windows qui est difficile que Linux, mais si tu as des spécificités qui va les rechercher dans les registries et autres, tu ne seras malheureusement pas l'utiliser ça dans Linux. D'accord. Et pour conclure, quels sont pour toi les 3 ou 4 grands usages que l'on peut faire, habituels ou sinon un usage un petit peu touchy que tu as déjà vu? Alors, les plus intéressants que j'avais vus, en fait, c'est par exemple Cake.tools, Mmh. qui, comme je l'ai dit, c'est un outil qui est assez compliqué à mettre en place si jamais. Enfin, je résume, c'est super cool parce que ça permet, grâce à du code C# de pouvoir générer un build et aussi d'avoir pas mal de conditions sur ton build. Là où ça devient intéressant, c'est que grâce à ça, au .NET Tool, tu n'as pas besoin de commencer à t'embêter sur ton build server, à rajouter, en tout cas sur Azure DevOps, parce qu'à chaque fois, tu as une machine différente, à devoir installer en utilisant un .NET Install, enfin, pardon, tout ce qui est installation, d'aller rechercher le package, etc. Tu as déjà un .NET Tool qui existe, qui te permet de faire l'installation pour toi, et donc, tu gagnes pas mal de temps. C'est encapsulé dedans. Après, D'accord. qu'est-ce que j'avais vu d'autre qui était assez intéressant? NSWAG, par exemple, tout ce qui est OpenAPI, il y a un package que nous, on a créé en tout cas, qui permet de faire la conversion d'un fichier OpenAPI et de le convertir en mode C#. Et à ce moment-là, ainsi, grâce aux standards et aux conventions, notre fichier OpenAPI a directement été converti en code C# pour la partie contrôleur ou client, et ça nous permet ainsi clairement d'avoir toujours les mêmes fichiers qui sont de la même structure, de la même façon. Et si jamais un développeur a malencontreusement changé le contenu d'un contrôleur et autres, il sera automatiquement régénéré grâce au build target qu'on a dans les CSproj. Et ainsi, au niveau du build aussi, ça nous permet aussi d'avoir une centralisation où à chaque fois, on régénère le contenu qu'il y a dans la partie des contrôleurs et des clients. D'accord. Alors, on a un commentaire de Pacific Angelo. .NET Core Global Tool est utilisé pour déployer le kernel C# pour faire du .NET dans les Jupyter Notebook, et c'est à ce qui a donné naissance à C# Interactive. Exactement. C'est franchement une des bonnes utilisations aussi. Merci, Angelo. Ok. Merci à toi. Je t'en prie. Et, Merci bon, de m'avoir invité. j'espère en tout cas que ça a donné quelques vocations, en tout cas que ça donne un petit peu de curiosité aux développeuses et aux développeurs qui nous suivent. Et tu vas céder ta place à Maude, et Maude va nous parler de gRPC Web et Blazor. Donc si vous ne connaissez pas Blazor avec son superbe logo, c'est le moment. Donc Maude, si tu nous entends, on te laisse la place. Alors peut-être pas. Ah. Je pense qu'on a perdu Maude. Oui, non. Ah. Bon, on a perdu Maude. Sinon, on va intervertir les deux cookies, sinon. Christophe, est-ce que tu es là ou pas? Ça change rien avant ou après. Écoute, dans ce cas, on inverse. Et puis moi, je vais poker Maude.
Donc, elle nous dit qu'elle a un problème de micro. Écoute, dans ce cas-là, on te passe la parole, Christophe. Ouais. On reste dans Blazor, c'est ça? Écoute, ça fera même une introduction pour ce que présentera Maud par la suite, quelque part. Mais c'est une utilisation de Blazor un petit peu particulière, je crois. Ouais. Donc, je te laisse ma parole pour ce petit quickies. Donc, bonne presse à toi. Et puis, Maud, on te retrouve dans 20-25 minutes pour ta partie. Voilà. Est-ce que l'on voit mon écran? Là, je ne suis pas sûr. Alors, on voit qu'il charge avec le logo. C'est bien déjà. C'est vrai? Ah ouais. On voit mon logo? Bon, je vais même vous mettre en plein écran le PowerPoint. Je le ferai Manu Militari. Je ne sais même pas si ça marchera. Tu me dis quoi? Là, je l'ai mis en plein écran en façon traditionnelle. Pour l'instant, il marque que chargement. D'accord. J'ai peut-être un écran aussi. Je vais réduire, tu sais. On ne sait jamais. Je vais réduire mon affichage parce qu'il est géant. Ouais. Les grands écrans, c'est pas toujours cool. Non. 1920, je vais réduire déjà peut-être. Hop, j'ai réduit à 1920. C'est peut-être beaucoup plus petit pour ce système. Est-ce que je peux encore réduire? Ouais. 1680. Bon, j'en vois beaucoup moins de pixels, ça devrait aller. Pour l'instant, il est toujours en chargement. D'accord, super. Sinon, tu déconnectes ton écran, partage, tu te reconnectes. Bon, on ne sait jamais. D'accord. Arrêtez. OK. Écran 1, partager. Alors, il remarque chargement. Super. Alors là, on est sur Orléans, mais pointe sur ton écran à toi. Ah, oui, c'est bon. Écoute, je vais le laisser comme ça. Je ne sais pas si le plein écran va fonctionner. Hop, je passe en vraie présentation PowerPoint. Est-ce que tu... Oui, c'est très très bien. Alors, je rappelle quand même, pour ceux qui n'ont jamais connu Windows 3. Et c'est bien honnête que c'était le meilleur Windows quand même. C'était le 1.0 le meilleur. Bon, c'était le Workbench le meilleur, n'oublie pas. Voilà. Et Dieu sait que j'ai passé quelques nuits blanches avec ça. D'accord. Bon, écoute, et en tout cas, bonjour, bonsoir, et puis merci de m'avoir invité et pour les gens d'être venus à ma présentation, d'être là pour voir un petit peu les composants Blazor. Alors, je me présente. Moi, c'est Christophe Peunier. Je suis développeur depuis on parlait depuis les premiers micro-ordinateurs ont envahi nos foyers. Je suis MVP depuis 6 ans, Microsoft MVP, et je travaille maintenant quotidiennement sur Blazor depuis plus d'1 an parce que je prépare un projet que je vais bientôt mettre en production. Mais auparavant, un peu comme Jérémy parlait tout à l'heure, j'ai fait beaucoup de VB, des premiers VB 3, 4, 5 et 6. Et après, ça a continué et je me suis mis très tardivement au .NET, c'était avec l'arrivée de Windows Phone. Aujourd'hui, je vais vous présenter comment vous pouvez créer vous-même des composants avancés, des composants riches avec Render Tree Builder et aussi, surtout, c'est voir les bonnes pratiques. Donc, au niveau des composants, il y en existe maintenant pas mal et des superbes. Donc, voici une petite liste non exhaustive de ce que vous pouvez trouver. Donc, il y en a qui sont payants, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants que le support. Je pense à Radzone, le premier, que j'utilise beaucoup. Il y a Matt Blazor qui est le deuxième en haut à droite, et il y en a un qui est tout nouveau, que j'ai découvert, c'est le dernier de la liste, là, le Blazor Fluent UI, mais qui correspond à peu près à ce qu'on retrouve dans le portail Azure d'ailleurs. Et je l'aime vraiment bien, mais bon, pour l'instant, je trouve que c'est un petit peu lent. Pourquoi utiliser Render Tree Builder, c'est-à-dire créer des composants nous-mêmes dans une classe C#? Parce que parfois, on n'a pas trop le choix. Et je vais vous montrer, moi, le cas où j'ai été bloqué, c'est parce que je développe un planning en ligne, parce que je fais des logiciels de planning depuis très longtemps, et là, maintenant, il faut les mettre en mode SaaS. Et si vous voulez, ça, c'est un planning. Donc, un planning, c'est en fait un multi-agenda, si vous voulez. Donc, il fallait que j'ai une interaction sur le même composant, que je puisse interagir avec, qui soit dynamique. Donc, vous voyez une barre de temps là-haut. En fait, c'est des divs. Derrière, c'est du HTML. Donc là, il fallait que ce soit
fallait que ça réponde à l'utilisateur, fallait que ce soit rapide, et puis selon ce que je clique, que les vues changent. Donc pour faire ça, il y a de l'interaction. J'ai besoin de faire ça en HTML et puis mettre mon code C# derrière. C'était pas toujours évident. J'étais pas forcément à l'aise pour faire ça. Pour faire ce travail-là, c'était assez long au niveau de la recherche. Donc là, j'aurais pas le temps de tout vous montrer. Donc je me suis dit, pour faire cette présentation-là, on va utiliser, c'était un support avec du Windows 3.1. Juste avant, ce que je veux vous expliquer, c'est que Blazor, finalement, ça va être toute la vue va être côté web, c'est-à-dire on va utiliser le HTML. Et le HTML, pour moi, c'est la structure, c'est l'ossature, ça va être toutes les balises, les divs, etc., les inputs et compagnie, vous connaissez certainement. Et le CSS, ça va être en fait le style, le design en fait. Et bien quelque part, c'est important quand même de s'y connaître un petit peu, ou en tout cas de rechercher là-dedans, puisqu'on en aura vraiment besoin si on veut s'aventurer avec la techno Blazor. Et Blazor, c'est finalement du HTML, le côté browser, et du C#. Et le C#, finalement, je le représente comme tout ce qui va être la musculature, le côté nerveux du système, en fait, c'est ce qui va animer, en fait, notre application. Mais en plus, on est dans un navigateur, qu'on soit en WebAssembly ou en serveur. On va parfois avoir besoin d'interagir avec le navigateur, et on va utiliser un peu d'interopérabilité avec JavaScript. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce qu'on va peut-être avoir besoin de la géolocalisation. Il m'est arrivé de devoir faire une application où j'avais besoin de déterminer le lever et le coucher du soleil. J'avais besoin de la position géographique de l'utilisateur, jouer un son, ouvrir des PDF, par exemple. Donc, on va aller un petit peu utiliser quelques fonctions JavaScript. Alors, au lieu de faire ça, j'ai créé, je voudrais revenir, j'étais trop loin, j'ai créé en fait un contexte pour qu'on s'amuse, et que vous pourrez du coup, je l'ai mis en repository, que vous pourrez en fait vous entraîner à créer ce type de composants avec ce type de représentation. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a du drag and drop. Alors, je ne sais pas si le son passera, ça m'étonnerait, mais quand on peut jouer le sound, on va avoir le son de, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le son du Windows 3.1. Le but, c'est de s'entraîner à créer un composant et puis en fait d'interagir. Vous avez vu ça ressemble beaucoup, mais c'est du CSS, c'est pour ça que c'est pas compliqué. Vous pouvez me le tester, le Blazor OS Azure Website.net, ça fonctionne, c'est en ligne. Et c'est tout bête, il n'y a pas de complication. Alors, dans le projet, initialement, que vous verrez sur GitHub, il y a forcément une page CSS. Bon, on peut s'y attarder ou pas, mais si vous voulez, on va avoir ici le desktop, le fond, ça va être un fond noir, etc. Et puis, la petite fenêtre, on l'a vu, ça va être un conteneur, une barre de titre, un bouton fermé et un nom. Peu importe le CSS, c'est pas là-dessus que je veux m'attarder. J'ai des assets, c'est-à-dire tout ce qui va être les images et le son. Et un modèle, je me suis créé un icône modèle. C'est pas le but d'expliquer ça aujourd'hui, mais c'est du C# de base, je dirais. Le Render Tree Builder, qu'est-ce que ça va nous permettre? Comment on va l'utiliser? Eh bien, regardez là-haut, c'est du HTML. Finalement, en Blazor, ASP.NET MVC, ça va vous parler. Eh bien, ça va être des pages .razor. Eh bien, pour faire ce type d'interface, si on peut dire ça comme ça, eh bien, ça va se décomposer comme cela. Donc, on va être dans une classe C#, et celle-ci va dépendre de composants de base. Et ensuite, on va ouvrir et fermer des éléments, comme on va ouvrir et fermer des balises finalement, et ajouter les attributs. Ici, on voit bien que l'attribut classe, il a une valeur desktop, qui est un style CSS qu'on a vu juste avant. Alors, on va lancer Visual Studio. Le projet, je l'avais préparé. Voilà. Hop. Je suis dans une page vide. La première chose que je vais faire, on va créer nous-mêmes son composant juste avant ma page principale. Bon, j'ai déjà renseigné une liste d'icônes, peu importe. Ici, c'est ma page principale. Je ne vais pas l'exécuter par rapport au timing. On va aller plus vite. Eh bien, je vais ajouter une classe. Ajouter, par ici. Ajouter une classe et je vais l'appeler, voilà,
desktop component. On l'a vu, elle dépend de component de base. Base, elle dépend encore. Ah, hop, 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 hop. Voilà. Et ici, red. Notre structure, bon, on va tester tout de suite. Finalement, je vais faire ce qu'on a fait tout à l'heure, ma builder. On va ouvrir un élément. Donc, on va ouvrir une balise div. Juste avant, en fait, on va devoir mettre des séquences. On y reviendra tout à l'heure. C'est extrêmement important, ces séquences, pour une question de performance. Et close element, c'est super bon. Si vous ne fermez pas ça, de toute façon, Visual Studio, il va vous le rappeler. Enfin, il va vous le rappeler au niveau... Là, on va ajouter l'attribut, mais l'attribut que nous avions vu tout à l'heure, c'est la classe, notre classe qui va contenir notre style. Notre style, donc là, ici, c'est une classe qui aura, pour valeur, desktop. Alors là, comme on a créé un composant dans une classe, j'enregistre, je vais sur ma page principale et je vais pouvoir, du coup, retrouver mon composant desktop component qui est là. Ça y est, on a créé un composant au même style que j'aurais créé le composant Razor ici à droite. Donc là, le code est déjà tapé, mais c'est un composant, on va dire, traditionnel. Enfin, quand je dis traditionnel, c'est que par défaut, préférer ce type de composant. Moi, c'est parce que je n'avais pas le choix. Il était trop complexe. Et on verra au niveau, hein, c'est ce que je disais, les performances un peu de ça, mais bon, vous avez vu, ça va quand même assez vite. Hein. Du coup, je vais tester. Quelque part, si vous avez vu mon style, ça va être un grand carré gris, hein, rien d'extraordinaire pour l'instant. Voilà, il charge, boum, j'ai mon grand carré gris, c'est mon bureau. Voilà, on est content, on a un bureau. Alors maintenant, ce qui va être intéressant, c'est que vous avez vu que j'ai une liste d'icônes, donc il y a un modèle icône, et bien je voudrais maintenant le mettre à l'intérieur. Alors, il faut du coup que je puisse lui ramener un paramètre à mon nouveau composant. Dans la page index, ici, il faudrait que je puisse lui renseigner ma liste d'icônes de mon bureau. Eh bien, je vais créer un paramètre. Et le paramètre, ça sera une liste. Je l'ai appelé icône modèle. Vous le voyez sur la droite dans mon projet. Ah, et bon, ça sera icône avec un I majuscule, par exemple. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que ça y est, maintenant, j'ai exposé une nouvelle propriété à mon composant, icône. Et bien, directement, je vais lui ajouter ma liste d'icônes. Qu'est-ce que je vais en faire? Maintenant, ça va être très simple, vous avez compris. Alors, je mets des accolades pour bien m'y retrouver au niveau de la structure, que ce soit propre. On pourrait faire du coup un for each. Alors, la liste, elle est là. Ici, on vient une deuxième chose qui est intéressante avec Builder. Donc, on a vu qu'on peut mettre des divs, des classes, donc du HTML finalement, mais on peut aussi ajouter avec Open Component, finalement, un icône. Donc là, c'est mon composant .razor qui est ici à droite. Je le mets directement en fait dans mon code. Et là, si je mettais une séquence, vous verrez que ça ne va pas aller parce que je vais boucler. Donc, on va créer une petite variable et on verra après que ce n'est pas la bonne méthode qu'il faut faire. Et je vais du coup l'incrémenter. Il faut me donner le timing à un moment donné parce que il ne faut pas que je déborde, d'accord? Et bien sûr, on ferme le composant. On va regarder un petit coup d'œil sur ma page, mon composant icône. Je lui ai prévu en fait de pouvoir lui passer mon modèle, ma liste, parce que ce modèle ici, je vais utiliser pour afficher son nom et son propre icône. Eh bien, pareil, dans mon composant, ça va être
un add attribute. Donc, builder.add attribute. Et là, ben, je continue ma séquence. Et là, qu'est-ce que ça va être comme, j'ai oublié d'insister dessus, qu'est-ce que ça va être comme paramètre? Ça va être icon modèle. Eh bien, je vais l'ajouter tout simplement comme ça. Et quel modèle je mets? Ben, l'item du for each. Voilà. Donc maintenant, on va regarder ce qu'il en est. A priori, il n'y a pas de souci. On va exécuter notre petit projet. Et voilà, on a nos composants. Par contre, au niveau style, c'est pas du tout ça. Eh bien, une nouveauté du .NET 5 avec Blazor, c'est qu'on peut maintenant créer des CSS, des isolate CSS, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des feuilles de style, plein de feuilles de style qui vont être chargées comme ça, mais les feuilles de style, elles vont être directement en fait au niveau des composants. Comment on fait? Extrêmement simple. On ajoute un nouvel élément. Tiens, en fait, je suis le seul Français au monde, le seul personne au monde qui utilise Visual Studio en français. Donc, ça peut-être c'est tout nouveau pour vous. Oui, c'est jouable, c'est moi. Alors, oh, pardon, j'ai fait une petite erreur en disant mes bêtises. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir les CSS qui vont être au niveau des composants? Donc, ça va être plus propre et surtout, ça va éviter toutes les erreurs d'héritage de feuilles de style. Et c'est vraiment génial de le faire comme ça. Alors, feuille de style, il faut simplement mettre le même nom que notre page Razor. Donc, regardez, moi, c'est icon au pluriel .razor. Ben, ce sera icon.razor.css. Icon.razor.css. Automatiquement, Visual Studio, il le met en dessous. Donc là, ben, on va avoir la propre feuille de style. Ça, c'est vraiment un super truc. Tiens, j'avais prévu l'avoir en copier-coller pour gagner du temps. Pas de souci, j'avais prévu le coup. Voilà. Donc, j'ai un parent, un name. On les retrouve finalement ici, parent et name. Du coup, ben, tout simplement, automatiquement, la compilation, et finalement, ce que va faire Blazor, c'est qu'on va avoir des feuilles de style. Il n'a même pas pris. Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Icon Razor. Oh, parfois, ça peut être mon navigateur, mon cache. Sinon, bah, vous aurez... Hop, même pas. Ça peut arriver. Voilà. Donc, du coup, bah voilà, maintenant, au survol, on se retrouve comme au Windows 3. C'était exactement comme ça que ça se passait. Si on regarde de près ce qui se passe, au niveau des feuilles de style, vous voyez qu'il va y avoir des petits numéros un peu bizarroïdes, là. Eh bien, en bas de l'écran, c'est lors de la compilation que ça va se passer. On va retrouver quand même nos styles qui sont dans une page qui comprend, en fait, le nom de notre projet, .style, au pluriel, .css. Et il s'occupe tout seul de ça. Par contre, tiens, peut-être certains d'entre vous l'ont vu, j'ai pas été regardé au niveau performance de ce que ça donnait, mais à mon avis, ça doit être bien mieux. Concernant maintenant, en fait, tout à l'heure, ce que je vous parlais des séquences, ouais, non, je vais d'abord vous parler des événements. Les événements, c'est tous les event callbacks qu'on retrouve de manière normale. Enfin, normale, faut avoir un peu codé en Blazor. Pour les interactions, les clics, on va ici créer des paramètres. Je vais vous faire voir, si je peux revenir sur ma présentation, comment ça se passe. Bah, c'est comme ça qu'on va créer en fait un événement. Ici, je suis dans un composant interne. J'ai un clic. On pourrait imaginer que c'est le clic où je vais cliquer sur ça s'appelait comment, le file manager. Une fois que je clique dessus, oh pardon, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà, je clique dessus. Et bien en fait, je vais activer. Enfin, je vais ou prendre ma méthode qui s'appelle OneClickInternal. Moi, je l'appelle internal. Moi, je sais que c'est la méthode qui est en dessous. Et là, bah, ça pourrait ouvrir et du coup, bah, je vais faire des interactions comme ça. Une chose qui est importante au niveau des séquences que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça va nuire aux performances. Alors, si possible, quand on a en fait une structure qui va être complexe et qui va être profondément imbriquée, mon planning, je peux vous assurer que vous avez vu un peu comment tout à l'heure j'interagissais avec le planning, les différentes vues. Il y a une imbrication assez profonde du truc. Qu'est-ce que préconise? Alors ici, on a Steve Sanderson, qui est en fait le numéro 1 au niveau de Blazor, c'est lui qui l'a inventé.
Voilà ce qu'il disait. Mais d'abord, si possible, les numéros de séquence, on les met en dur. C'est vraiment ce qu'il préconise. Si on peut, on l'écrit directement, comme tout à l'heure je l'ai fait, 0, 1. Si on ne peut pas, on les divise en sous-composants. Comme je vous ai montré, dans mon composant que j'utilise avec Render Tree Builder, j'ai utilisé un composant Razor. Sinon, je vais utiliser ce qu'on appelle Open Region et Close Region. Et en fait, on va laisser finalement plus de liberté à l'exécution de notre application dans le système. Sincèrement, je serais incapable de vous dire à l'intérieur comment ça marche dans la machine, mais on lui laisse plus de liberté et en perf, c'est x2 ou divisé par 2 si c'est mal fait. Et comme il écrit en dessous, j'ai repris ce qu'il a écrit, il dit carrément, on va faire un peu comme au niveau du basique, hein. On va utiliser des séquences et on va laisser des plages vides entre deux, comme ici à gauche, rappelez-vous, en 1932, 10, 20, 30, 40, après on fait un rename, c'était quoi, un renum, je crois, je sais plus. Enfin bref. Pourquoi? Parce qu'il faut laisser en fait le système gérer lui-même en fait les séquences à ce niveau-là. On va regarder comment ça se passe. Voilà. Finalement, j'ai mis en noir et blanc ce qui m'intéresse pas. Et en couleur, les régions, ça va se déclarer comme ça. On va faire ouverture de région, close région tout en bas. Et en fait, à l'intérieur, là, on va, ça va être dynamique. Mais en fait, on encapsule en fait des zones. Donc, quand on ne peut pas, et alors là, en plus, c'est un peu plus filou, parce que à l'intérieur d'un for each, je réutilise un icon.razor. Du coup, c'est vraiment ce qu'il va falloir faire très très attention pour l'utilisation des composants en fait avancés. Vous retrouvez tout ce code-là sur GitHub. Il est dispo. Vous allez pouvoir quelque part un peu jouer avec, et puis vous serez maintenant capable en fait de créer des composants qui vont être un peu plus riches. Vous verrez que dans mon GitHub, il y a deux, trois trucs sur Blazor, le Blazor Picker. Alors lui, par contre, parce que j'en voulais un exactement comme ça, qui soit ensuite en portrait ou en paysage, hein, il marche selon le téléphone ou pas, selon le device que vous utilisez. Lui, il est fait de manière traditionnelle avec un point Razor. Hein, donc, allez voir un petit peu ce qui se passe. Ça peut être très intéressant. Écoutez, merci beaucoup. Pour aller plus loin sur mon blog qui est pug.net, mon nom de famille un peu niais, il y a en fait 1 heure où je vous montre, alors pas à pas au niveau du code, tout ce qu'on peut faire avec Render Tree Builder. Et des petites dernières références, c'est très intéressant, c'est ce premier lien de Steve Sanderson qui a fait une fac concernant en fait l'utilisation des composants avancés et où il va insister grossièrement et il va expliquer bien le principe des séquences, des numéros de séquences. Donc, allez voir un peu ces pages-là. Et puis, écoutez, merci beaucoup. Et puis, j'espère que j'ai pas débordé. Je pense pas. Non, tu es dans le timing. Très bien. C'était tendu parce que j'y arrivais pas à compresser à un moment donné. Donc, on a 1 ou 2 minutes pour quelques questions si vous le voulez. Alors, par contre, je peux faire échappe pour revoir un peu la page. Si vous avez 1 ou 2 questions, c'est le moment. Après, on passe au dernier clic de la journée avec Maud. Vous m'entendez? Oui. Bon. Oui, c'est bon. Apparemment, tout le monde est bien calme. Et Maud, on te laisse la place. Oui, alors je vais ouvrir dans les slides. Alors, où est-ce que c'est? Basculer les slides sur... Hop. Voilà. Devrait être affiché. Ouais, c'est bon. C'est bon. Bonjour, donc je suis Maud de Kiva Rampazzo. Je suis directrice technique chez SourceFluent. J'ose pas dire mon âge, mais en gros, j'ai commencé par du C++, du C, du VB, et ensuite du .NET dans différentes entreprises. Et puis maintenant, chez SourceFluent, je travaille surtout sur des architectures applicatives
surtout back-end. Donc aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est d'abord un petit peu une introduction sur gRPC avec .NET 5, un petit peu l'historique et que peut-être un petit peu d'archéologie sur les communications inter-services ou les web API. Donc aujourd'hui, où on en est, je dirais que ce slide-là, c'est le premier. C'est aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait souvent pour faire communiquer des systèmes distants entre eux, quelles que soient les technologies. On va trouver beaucoup de REST. Pour rappel, donc REST, c'est une architecture d'API qui est au-dessus du protocole HTTP. Donc, on va utiliser les verbes, les headers de HTTP. Au niveau format de données, le plus fréquent qu'on va trouver, c'est le JSON, même si XML peut être utilisé, éventuellement du BSON. Et effectivement, c'est la base de la plupart des web API actuels. C'est très simple, je dirais, surtout en .NET, .NET Framework, .NET Core et maintenant .NET 5, de faire des web API de type REST. Par rapport au passé, je vais vous parler de WCF et SOAP juste après. La standardisation, entre guillemets, je dirais que heureusement qu'OpenAPI spécification est arrivée grâce à Swagger et pour pouvoir quand même commencer à parler de contrats, même s'il s'agit plutôt de contrats non formels, hein, puisque les opérations ne sont pas vraiment typées. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'au niveau REST, si on suit vraiment l'architecture REST, ça va être très adapté à des référentiels plutôt orientés create, read, update, delete. Et dès qu'on veut faire des opérations un peu plus métier, valider, appliquer une taxe, faire des opérations qui sont nécessaires parfois sur certains web services et non plus des API de lecture de données ou de manipulation de référentiels, on se retrouve à faire du REST-like, un peu à la sauvage. Moi, je dirais que le REST, pour moi, c'est un peu le Far West, un peu le Far West. Il y a le shérif qui est arrivé avec OpenAPI Spec qui permet de communiquer ces contrats et consommer des API sans être obligatoirement le développeur de ces API. Mais c'est un petit peu voilà, c'est pas très contraint. En .NET, on ne va pas revenir là-dessus, c'est apparu dans ASP.NET, puis dans ASP.NET Core, et maintenant c'est toujours dans ASP.NET 5. Sur le slide, je n'en parle pas, des choses très intéressantes, GraphQL, pour des cas de query, avec du versionning beaucoup plus simple qu'avec REST tout court, etc. Ça, je ne vais pas en parler, ce n'est pas notre sujet. Et puis là, maintenant, je fais un retour dans le passé. Quand on travaille chez des clients, des banques, des choses comme ça, on a du code qui peut être très ancien. Et puis, la problématique à partir des années 2000, ça a été de communiquer entre plateformes, que ce soit d'un côté Unix, puis Linux, Java, et puis le monde Microsoft, on va dire le monde C++ éventuellement, ou .NET. Et je ne vais pas faire l'historique avant 2000, mais les protocoles de communication interprocess et surtout inter-machine, etc., c'était un peu, là aussi, le Far West. Et arrivé un protocole qui s'appelle SOAP à partir de 2003, où là, on va dire que c'est un peu les Nations Unies. C'est un peu lourd. C'est sur les transports, on va dire indépendants des transports quasiment. On trouve beaucoup de HTTP, mais il y a du TCP dans le monde .NET, mais on peut trouver aussi du SMTP, une approche message avec MSMQ, donc des choses vraiment indépendantes du transfert, où le payload est porté par le body des messages échangés, et donc ces messages, ils vont être fortement typés, mais non seulement les messages, mais aussi les opérations. Et c'est là où on a une notion de contrat avec des définitions WSDL, Web Service Definition Language, tout ça basé sur les schémas XML, donc toute cette étape de normalisation, de standardisation qu'on a eue au début des années 2000, autour de d'abord XML, puis les web services avec SOAP, sont arrivés et on va trouver effectivement des communications intersystèmes, donc entre systèmes très hétérogènes, on a pu communiquer, se mettre d'accord
sur comment on communique ou d'où on demande des actions. Le problème, c'est que c'est une sérialisation généralement XML quand on est cross-système, ce qui veut dire que c'est hyper verbeux. Et puis, au niveau implémentation, pour notre monde à nous, .NET, donc à partir de .NET 2, on a eu dans le .NET Framework la partie WCF, que mentionnais tout à l'heure, dans l'historique de .NET, donc Windows Communication Framework, qui est arrivé, qui a quand même aidé à faciliter l'adoption dans le monde .NET. Par contre, même en facilitant ça, quand on commence à faire de l'interop avec des systèmes développés en Java, développés en d'autres technos, sous Linux ou Unix, on a besoin de faire souvent des customisations avancées avec des custom binding, des custom channels, des behaviors, ce genre de choses. Et ça, c'est assez peu maîtrisé par les développeurs. On en trouve dans les équipes projets, pas beaucoup qui connaissent, et de moins en moins. Et donc, c'est un gros problème, je pense qu'il s'est posé à Microsoft à partir du début de l'implémentation de .NET Core, qui était qu'est-ce qu'on fait de ce truc. Au niveau perf, comme c'est verbeux, c'est pas terrible non plus. Et donc, l'aspect un peu Nations Unies avec contrat fortement typé qui était bien, on l'a un peu perdu dans la bataille, je dirais. Et notamment, dans .NET 5, il n'y a plus WCF. Et quelle est la migration? Donc là, je vous ai mis le lien vers ce que propose Microsoft. C'est soit vous allez implémenter vos nouveaux web services ou web API en REST, soit, et c'est le sujet, vous allez, ce qui est assez recommandé, ça va être d'utiliser gRPC. Alors, qu'est-ce que c'est gRPC? Donc, suivant. Alors, c'est d'origine Google, ça date de 2015 à peu près. Ça a été reversé dans la Linux Foundation et il y a une variante pour l'implémentation dans le monde .NET, c'est venu avec .NET Core 3.0, donc c'est à peu près depuis, on va dire 2 ans, presque 2 ans, dans le monde Microsoft. Et puis, on a toutes les implémentations sur quasiment toutes les plateformes. Qu'est-ce que c'est? Ça va être cette fois-ci de nouveau un protocole. Je disais que REST, ce n'est pas un protocole, c'est une architecture au-dessus de HTTP. Là, c'est carrément un protocole qui définit également le payload avec protocole buffer. Alors, le nom est bizarre, mais bon, ça s'appelle protocole buffer. Et on retrouve une notion de contrat d'API fortement typé. Et a priori, donc ça, on verra dans quelques années, sauf peut-être que dans l'audience, il y a des gens qui ont déjà de l'expérience en temps passé sur .NET Core 3.0 avec du gRPC, mais c'est plus performant que REST. Donc, on va voir dans la démo qu'effectivement, sur des trucs simples, c'est effectivement plus performant que REST. Et donc, on va avoir 2 cas d'utilisation, soit de dialogue entre microservices, là où on aurait peut-être fait du SOAP ou du REST, selon qu'on est dans un monde Microsoft ou plus varié. Et puis, dans le deuxième cas, ça va être ce qu'on a trouvé de plus en plus avec le développement des applis riches web, donc avec énormément de communication, on va dire asynchrone, entre la couche client côté JavaScript, côté navigateur, et puis côté serveur, on va avoir certaines API qui vont être exposées à des clients web. Et donc ça, c'est le deuxième cas qui va nous intéresser aujourd'hui. Alors, c'est là qu'on a gRPC web qui est apparu. Pourquoi? Parce qu'on a une problématique qui est que dans les navigateurs aujourd'hui, on va dire les navigateurs aujourd'hui qui sont sur le marché dans la nature, il n'y a pas encore le support complet d'appel d'API au niveau des API des navigateurs vers HTTP, avec HTTP2. Et donc, gRPC Web, c'est une solution transitoire. C'est-à-dire que ça va disparaître, peut-être, dans 1 ou 2 ans, quand, on va dire, les navigateurs ont été mis à jour par les utilisateurs dans le monde et que la partie JavaScript ou WebAssembly sera bien diffusée. Donc, en attendant, il y a gRPC Web qui va être côté serveur, ça va être une sorte de middleware au-dessus du gRPC. Et côté client, on va voir qu'il y a des librairies JavaScript qui vont faire quoi? En fait, ça va être une sorte de proxy et adaptateur au-dessus de gRPC. Et ce qui est un peu documenté, c'est que
gRPC Web va évoluer. C'est-à-dire que le protocole, l'implémentation va évoluer au fur et à mesure que les navigateurs vont évoluer. Et donc, nous, on n'a pas son souci. On utilise gRPC Web si on est en Blazor, côté client, ou en Xamarin, par exemple. Donc, je vais passer à la démo. Alors, je passe à la démo. Et où est le share screen? Alors, je vais partager l'intégralité de mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Allô? Vous voyez mon écran? Oui, ouais, c'est bon. Okay. Voilà. Alors, je suis tout simplement, donc ça va être complémentaire de, je ne vais pas du tout parler de Blazor côté UI, je vais juste parler de communication avec mon web service. Donc, je pars d'une appli ASP.NET 5, donc je vous passe la migration de .NET Core 3.1 à 5. Dans ce qui a été mentionné, c'est très facile, on change un peu quelques référencements de package NuGet et de target dans le CS Proj et ça devient du .NET 5. Ici, j'ai tout simplement le template de base ASP. Où est-ce qu'il est passé? Voilà, c'est tout simplement le template Visual Studio. Là, je suis dans Visual Studio, pas Visual Studio Code. J'ai pris le template de base et j'ai créé une appli ASP.NET exemple, Blazor exemple. Et là, dans Fetch Data, on va appeler une API REST, donc c'est l'exemple, tout simplement. Donc, c'est le bon point de départ et puis on va rajouter gRPC. On va aller voir un service qui fait exactement la même chose en gRPC. On va voir les différences et puis comment on active gRPC Web pour que le client Blazor puisse l'appeler. Ici, on voit qu'on est dans du Blazor, par exemple, tout simplement en utilisant les outils. Là, je suis dans Edge Chromium. Donc, les outils de dev, si on voit dans la console, on voit qu'on a Blazor loaded 8 mégas de ressources. Et puis, je vois dans l'application, dans le stockage en cache, que j'ai Blazor ressources. Et là, on va trouver en gros les DLL compilés à partir du code. Donc, on va trouver gRPC Demo App Client, qui va être la partie cliente de mon Blazor. Shared, qui comprend le modèle au sens MVC, qui définit ce que c'est qu'un weather forecast. Et puis, ASP.NET Core, on va trouver la partie WebAssembly. Donc ici, component WebAssembly, web, etc. Ça, c'est chargé une première fois au lancement de l'appli. Lorsque je fais Fetch Data, la communication, on va voir qu'on va avoir vraiment une requête HTTP. Donc ici, l'appel de l'API Weather Forecast. Dans l'entête, on va voir que on a demandé non, dans la réponse, excusez-moi, on a de l'application JSON. Donc, ça répond du JSON sur HTTP. Il n'y a pas marqué REST quelque part. Et la réponse, c'est du JSON, tout simplement. L'initiateur, donc c'est là où on voit que Blazor, il y a beaucoup aussi de JavaScript sous le capot. Donc, on voit qu'on a la .NET 5.0.0 JS qui va être l'invoqueur, le WASM invoke. C'est lui qui va invoquer les appels .NET. Là, qu'on a begin invoke .NET from JS. Donc, c'est un peu toute la tringlerie qui est cachée derrière Blazor. Et ce qui est intéressant par rapport à une appli ASP.NET MVC simple, c'est que quand on navigue dans l'appli, il ne se passe pas grand-chose à part, donc ça c'est l'aspect Blazor justement, où on est côté client, donc côté réseau, il ne se passe pas grand-chose, à part quand je vais appeler mes web API. Là, ici, on voit que j'ai que 3 requêtes sur le réseau, je n'ai pas du tout de dialogue avec mon serveur pour la couche UI. Maintenant, je vais basculer dans le code qui correspond. Donc là, vous voyez, c'était tout simplement une appli ASP.NET avec le modèle Weather Forecast en .NET qui va être sérialisé en JSON par ma web API. Donc, ma web API, donc c'est API controller
Et on a une seule méthode qui correspond au get, qui retourne un tableau de forecast. Ça, c'est vraiment du classique. Le point spécifique dans le client, ça va être le fait qu'on a un client HTTP partagé ici avec un new HTTP en client, et puis on va avoir l'adresse du web service. J'ai rien changé au modèle, donc je n'ai pas fait compliqué. Hein, donc voilà. Et dans le Razor, ce qu'on a quand on est en REST, et où est-ce qu'il est fait, Jata Razor, ce qu'on voit, c'est qu'on a l'inject du HTTP client qu'on avait instancié en tout cas enregistré, au niveau IOC dans le programme. Et puis ici, on a le code où on a tout simplement, là aussi, j'ai absolument pas modifié. Quand je clique sur la navigation, ça va dans le initialize. Ça aurait pu être un clic sur un bouton ou autre. Et ici, on a juste sur le client le get from JSON async où on va avoir la désérialisation vers le modèle. Et puis, on appelle l'API avec un / weather forecast. Donc ça, on part de là. Maintenant, je bascule sur la partie gRPC. Alors, gRPC, on a vu que c'est basé sur un contrat. Donc, mon contrat, ça va être un fichier proto. Alors, dans Visual Studio 16.8, donc celui qui supporte .NET 5, il y a le compilateur de fichiers proto. Donc là, je suis sur un fichier proto. Si je regarde hop là, attendez, je cherche voilà, properties. Il y a les gRPC, les Proto Tools, qui vont permettre d'avoir un protobuf compiler. Ici, je précise, je suis côté serveur, donc j'ai server only. Qu'est-ce que ça va faire? C'est à partir de mon fichier proto, au moment de la compilation, ça va me générer du code C# qui va un peu faire la plomberie devant mon web service. Et c'est là où les gens qui viennent de WCF vont trouver ça très familier. Lorsqu'on référençait un WSDL, on avait la génération de code qui était ensuite consommé ou hérité pour l'implémentation du service lui-même. Donc, le proto, qu'est-ce que c'est? C'est une syntaxe proto 3. Dans les slides, je vous ai mis le lien vers la documentation de cette syntaxe. En gros, on dit qu'on a un package weather, on importe, alors c'est d'origine Google. Alors, pour l'instant, il y a encore le mot Google. Je ne sais pas si ça va disparaître puisque, a priori, ce n'est plus Google seulement, qui définit des packages proto communs, notamment des choses très utilisées comme une requête qui n'a pas de paramètres, c'est un protobuf.empty, des types de données, donc des types scalaires. Il peut y avoir aussi des types plus composites, des tableaux, des choses comme ça, qui sont définis dans on va dire, dans les packages fournis avec protobuf. Et ici, je définis, donc voilà enfin la définition de mon service. Donc, on dit service, le nom de mon service qui est Weather Forecast, et dedans, on va définir les remote procedure call. Donc, on est vraiment orienté opération / méthode / service. Et, excusez-moi, j'avais enlevé les notifications, mais voilà. Et je vais implémenter une méthode get weather forecast qui n'a pas de paramètres, donc c'est l'équivalent de mon API get REST de tout à l'heure, qui va me retourner une réponse. C'est vraiment cette approche-là, une méthode CRPC dans un service, et une méthode, elle a une requête et une réponse. La requête pouvant être empty, qui est mon cas. Je définis ensuite tous les messages. Le message de réponse ici, ça va être un tableau, donc c'est repeated, le message de type forecast, et ça va être ordonné. Donc j'ai le premier champ, deuxième champ, troisième champ, etc. de ma réponse. Et l'équivalent du modèle qu'on a vu tout à l'heure, qui était une classe C#, que j'ai codé à la main et qui est sérialisé vers JSON. Là, je suis en approche proto first, donc modèle first. Ici, je définis mon forecast. Je dis, le premier champ, c'est une date qui est un timestamp. Ensuite, j'ai la ville, la température et le summary. Et ça va me générer ce qu'il faut pour communiquer des deux côtés.
L'implémentation de mon service, qui pour l'instant est juste gRPC, pas encore gRPC Web, c'est tout simplement, on dérive du code généré. Donc, il y a un Weather Forecast base, qui est le service de base, qui me fait la plomberie de sérialisation, désérialisation, activation, etc. Et puis, on a ma méthode, donc c'est un override, puisqu'on dérive. Task, c'est asynchrone. Get Weather Forecast réponse. Le nom de ma méthode, ma requête qui était de type empty, et puis un call context qui va pouvoir servir où on va pouvoir filtrer, etc. Un petit peu comme REST avec des middleware, on va pouvoir faire des choses. Là, j'instancie tout simplement ma réponse, donc un tableau de forecast que je vais retourner dans la réponse. Et là, j'ai un task from result response. Voilà, ça c'est l'implémentation de mon service gRPC. Alors, comment j'introduis gRPC Web là-dedans? Ben, je référence les packages NuGet qui sont dans les slides que vous aurez. Donc, gRPC Web, tout simplement. Et puis, il y a deux choses à faire. Dans le startup, donc ça, c'est gRPC. Dans le modèle, dans le template Visual Studio, il y a déjà le add gRPC. Pour l'exposer gRPC Web, vous faites un app use gRPC Web. Et puis, bon, là, je suis dans un cas cross domain. Donc là, j'ai un peu triché, j'ai fait use course et j'autorise toutes les méthodes HTTP, tous les headers et toutes les origines. Donc là, c'est pas du tout secure, on est d'accord, mais au moins je peux communiquer entre mon client Blazor et ce service gRPC. Et puis on va définir de la même façon que dans le template de base gRPC, on doit définir là où on a des endpoints, un peu à la REST, un peu à la ASP.NET, on va avoir des use endpoints également. On enregistre le gRPC service. Donc là, on enregistre le Weather Forecast Service et tout simplement, on ajoute Enable gRPC Web. Et voilà, j'ai un service gRPC qui est Enable pour gRPC Web. Maintenant, côté client, comment j'ajoute ce support? Ben, la première chose à faire, c'est référencer le proto. Pareil. Donc ici, le même fichier, là, je suis dans Visual Studio, donc j'ai fait un add as link, je partage le code, mais quand on a un client sur une API qu'on ne connaît pas, un web service qu'on ne connaît pas, on récupère le point proto. Et là, pareil, on compile, mais cette fois-ci, on compile. Alors, j'ai dû mettre client et serveur, mais il y a client, voilà, il y a client only, serveur only, client serveur only. Donc là, j'ai client activé. Ça va aussi me générer des classes automatiquement qu'on va trouver dans ObjDebug, dans notre 5. Et où est-ce qu'il est passé? Proto. Vous voyez Proto au pluriel ici, où on a deux classes, Weather Forecast, c'est tout simplement l'implémentation notamment de tous les messages, les classes qui correspondent à tous les messages proto. Et puis la déclaration du service, donc gRPC. Donc là, on va trouver la définition du gRPC avec notamment les get gRPC forecast au pluriel, excusez-moi, qui est en fait le proxy client que je vais pouvoir consommer dans mes pages Razor. Dans ma page Razor, qu'est-ce qu'il y a de différent? Alors, j'ai enlevé la référence à HTTP client tout à l'heure et à la place, on va récupérer l'instance de channel qui est instanciée, qui doit être instanciée. Donc là, pareil, l'injection de dépendance. Donc, au démarrage, là, pour une API REST, on a le add scope du HTTP client. Dans le cas de gRPC Web, il faut que vous instanciez un gRPC channel sur l'adresse de votre web service distant sous forme de singleton. Et puis, il y a des options. Il y a gRPC Web et il y a gRPC Web Text. Là, j'ai pris le cas plus simple qui est Web. gRPC Web Text, ça vous permet de faire du streaming sur les appels. On va en parler juste en finale. Donc ici, voilà, tout simplement, j'ajoute globalement, j'enregistre
mon service distant. Et puis, dans ma page Razor, je vais avoir, donc, je récupère une instance de ce channel. Je référence gRPC, donc c'est ces trois assemblies, .NET Client, Protobuf, Well-Known Type, là c'est pour les timestamp empty, et puis gRPC Demo Share, qui est tout simplement le namespace que j'ai utilisé pour compiler mon point proto. Et là où j'avais tout simplement l'appel de ma méthode get from JSON async, je vais créer un client sur le channel. Donc ici, je passe le channel que j'ai récupéré. Je crée un client. Donc ça, c'est le code qui est généré qui me permet de consommer ce proxy. Et puis, j'appelle .get weather forecast async qui va me retourner un tableau de forecast. Et donc, ensuite, je vais dans la réponse, hein, donc la réponse à une propriété forecast. Je vais la binder avec exactement mes champs. Voilà, donc c'est repeated field, donc ici, voilà, généré. Voilà, donc la déserialisation est faite pour vous dans le proxy, etc. Et donc, à l'exécution, alors j'ai déjà lancé le service ici, donc il est hosté ici dans une console tout simplement, et il est à l'écoute des appels gRPC. Alors, j'espère que ça va marcher. Il faut que ça se lance. Running. Ça arrive. Voilà. Là, on voit le loaded 9 mégas from cache. Donc, ça, c'est la partie Blazor qui se lançait. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai l'ancienne API qui est toujours là. Je vais mettre les Developer Tools pour qu'on voit les petites différences. Donc, côté application, on va trouver dans le cache Blazor la même chose, sauf qu'on va trouver aussi, ici, on voit Google Protobuf, gRPC Core API, gRPC.NET Client Web, et puis voilà. Donc, on va trouver des DLL en plus, ok. Et au niveau de l'échange réseau, hop, quand je vais appeler mon Fejata gRPC, on voit qu'on a des appels à Get Weather Forecast, et c'est pas le même protocole. On voit l'adresse, donc l'adresse Weather qui est on va juste faire un petit saut du côté de Maud pour qu'elle termine en quelques minutes sa presse qui avait été un petit peu coupée effectivement à la fin. Maud, on te laisse la parole pour ces dernières minutes. Voilà. Alors, j'espère que vous m'entendez cette fois-ci. Je suis désolée, j'ai été coupée dans mon élan. Je ne sais plus trop où ça a coupé. Donc, j'étais dans Visual Studio. Je vous montrais comment activer gRPC Web côté serveur, comment faire l'appel côté client. Dans les slides que vous aurez, il y a tout le détail avec des copies d'écran, donc jusqu'à de ce que j'ai fait, ce que j'ai démontré. Les deux seules choses que je voulais faire pour conclure, c'était dire, je ne sais pas si vous avez entendu, donc je disais que tous les appels sont des posts, un gRPC web, c'est du HTTP1, et donc on voit en mode outil de développement que c'est du HTTP1 et pas 2, ou dans Fiddler par exemple, et à chaque appel, il y a un appel option qui correspond à une sorte de négociation avant l'appel au poste. Donc, c'est pas là où on reste, on a un seul appel. Là, on a deux appels, mais un très rapide sans body. C'est vraiment. Là, donc, on va dire est-ce que tu acceptes gRPC ou pas? Et ensuite, l'appel à l'opération. Et au niveau perf, donc là, sur ces appels très simples qui sont déjà très performants vis-à-vis de l'UI, en REST, le poids, donc là, on était à 1,5K en REST. Quand on est en JSON, là, on a divisé par 2 ou 3 la taille du poids. Et en temps de réponse, donc là, je vous ai mis une copie d'écran dans les slides. Donc, Weather Forecast, ça, c'est l'appel REST. Je vais avoir 60 millisecondes, 40 millisecondes.
sur ma machine. Là, il n'y a pas de réseau, donc c'est purement le protocole sérialisation, désérialisation. Alors qu'en gRPC, malgré le fait qu'il y a la couche gRPC web par-dessus qui fait quelques adaptations, on va tomber sur des appels très rapides, donc autour de 5 millisecondes. Donc après, vous rajoutez le réseau, bien sûr, et l'implémentation, là, il ne se passe quasiment rien côté serveur, bien sûr. Mais on voit quand même la différence due au protocole sur les mêmes données. Pour aller plus loin, ce que je vous disais, c'est que moi, j'ai pris une approche proto-first. Donc, on définit le contrat des opérations et des messages. Et puis, on génère le code côté serveur dont on hérite. On génère le code pour le proxy côté client. Donc, il existe une approche code first avec des outils que je ne peux pas exposer là. Ensuite, dans le cas particulier, on n'est pas en train de communiquer entre web services, donc côté back. Ça peut être intéressant d'avoir du streaming. Donc, si j'ai un client web Blazor qui communique avec un web service qui remonte beaucoup de données, je ne vais pas retourner un tableau et attendre d'avoir retour reçu. Je vais commencer à streamer. Donc là, dans gRPC, il y a tout ce qu'il faut pour faire du streaming et donc avoir une interface beaucoup plus interactive. Et puis, ce qui est intéressant, c'est les types dynamiques. Ça, il n'y avait pas trop dans SOAP, REST et compagnie. C'est qu'on peut, dans le contrat, définir un type any et dans le code, résoudre en disant si il est. Donc, après, il y a des enums qui correspondent à j'ai message 1, message 2, message 3. Je peux très bien dire dans le code client, si j'ai une réponse de type message 1, je fais ça. Si j'ai une réponse de type message 2, je fais ça et caster vers le bon type. Ça se base sur des descripteurs. Donc ça, c'est très intéressant pour avoir des API qui retournent plusieurs types de données. Bon, ça peut être intéressant. Et puis, au niveau de l'authentification, donc il y a tout ce qu'il faut au niveau des librairies. Et au niveau des protocoles d'authentification, c'est pareil qu'en REST. On va trouver, par exemple, l'OpenID Connect, du Auth, etc. Donc, on reste sur des choses déjà maîtrisées dans le cadre REST. Voilà, j'ai fini.